La Société historique de Montréal présente Nouveau regard sur notre histoire. Bienvenue, chers auditeurs, amis de l'histoire et de la culture. Au microphone, Éric Bouchard. Cette semaine, un seul sujet. Robert Comeau s'entretient avec l'historien Éric Bédard suite à la parution récente de son livre « Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé », publié aux éditions du Boréal. Bonjour Éric. Bonjour. Vous venez de faire paraître chez Boréal « Recours aux sources ». C'est un essai assez percutant sur notre rapport au passé. C'est un recueil de 11 essais où vous affirmez que la plupart des Québécois n'aiment toujours pas leur passé. Est-ce que vous pourriez nous présenter la thèse centrale du livre qui relie tous ces articles qui abordent le sujet sur des angles différents? Finalement, diriez-vous que les acteurs et tous ceux qui ont analysé la Révolution tranquille ont fait un portrait trop sombre de notre passé, c'est-à-dire la période d'avant 1960? Je constate qu'il y a dans notre mémoire collective une sorte de contentieux, toujours très lourd à l'égard du passé québécois d'avant 1960, qu'on relègue dans ce qu'on appelle au Québec la grande noirceur. Et moi, je trouve que c'est... s'il y a quelque chose qui relie les essais que je présente dans Recours aux sources, c'est que, dans le fond, ce que je veux présenter, c'est qu'il y a un danger à faire ça. Ce que je décris, en fait, c'est les dangers possibles de faire main basse sur le passé, de faire table rase du passé. Et en même temps, je décris des brèches. C'est-à-dire que depuis les années 60, il y a eu des tentatives de renouer avec ce passé de toutes sortes de façons. Donc, du côté des dangers, du côté des dérives, je donne l'exemple du programme d'histoire qui a été adopté en 2006, où finalement, on n'en a que pour l'histoire de la modernité. Je crois qu'on y reviendra un peu plus loin. Je décris aussi la violence révolutionnaire du FLQ. Pourquoi le FLQ passe à l'action en octobre 1970? Justement parce que il y a une sorte de frénésie où le passé n'a plus aucune forme d'intérêt. On pense que le peuple est complètement aliéné. Donc, il faut faire la révolution parce que le peuple ne comprend pas ce qu'il a. Il a plus de guide. Les réformes scolaires successives témoignent d'un esprit de table rase, les réformes scolaires qu'on a vues arriver à tous les 10 ans au Québec. La dénationalisation du souverainisme québécois qu'on a vu émerger après 1995. Bon, alors, d'un côté, il y a eu ceux qui rejetaient le passé et qui sont dit, comme Trudeau et son groupe, on va aller à Ottawa, puis on va aller vers l'universel, on va transformer ce pays-là, on va refonder ce pays-là, et on va se transformer nous-mêmes. Et d'un autre côté, on a eu au Québec Gérard Bouchard qui allait un peu dans le même sens, mais avec un modèle québécois dans son cas, mais ça donnait un peu le même résultat et ça allait beaucoup trop loin, à mon avis. Et donc, j'illustre par différentes études de cas les dangers, les dérives possibles de ce rapport trouble au passé. En même temps, j'analyse dans mon livre des brèches. C'est-à-dire que je remarque qu'il y a eu des tentatives à différents moments pour, disons, avoir une vision plus longue du passé québécois, renouer avec un certain Canada français, s'inscrire dans une plus grande continuité. Je donne des exemples. Le succès, à mon avis, de Mes aïeux, des générations. Toute la vogue de néo-trad qui est intervenue après 1995, à mon avis, ça témoigne d'une envie chez les Québécois de renouer avec leur être identitaire, comme dirait Victor Lévy-Beaulieu, de renouer avec quelque chose de plus profond. Lorsqu'on diffuse la série Duplessis à la fin des années 70, on le voit très bien dans les entrevues de Mark Blandford, le réalisateur, qui pourtant n'est pas un Québécois de souche, mais il dit il y a un problème avec cette mémoire-là. Ça n'a pas de bon sens que les Québécois fassent commencer leur histoire en 1960. Il faut aller au-delà de ça. Et il a proposé aux Québécois une série qui a été extrêmement populaire à l'époque et qui est très bien faite, qui n'est pas parfaite, mais qui est très bien faite, qui, moi, en tout cas, m'avait marqué quand j'étais petit, j'avais 8 ans. Je donne un autre exemple
lorsqu'on décide, je parle de René Lévesque. René Lévesque, je crois que René Lévesque, bien sûr que c'était un enfant de la Révolution tranquille, il avait voulu sortir le Québec d'une certaine torpeur. En même temps, il voulait pas complètement couper avec le Canada français. Je pense qu'il était plutôt allergique au discours du nègre blanc et de la décolonisation et tout ça. Et il voulait renouer avec un autre passé. Donc, autrement dit, dans mon livre, je montre, avec des études de cas, les dérives possibles de la table rase qu'on peut observer en politique, en culture, en éducation, et je montre en même temps des brèches, des volontés à certains moments de notre histoire de renouer avec ce passé, et on a vu que ces façons de renouer ont connu souvent un succès populaire. Et donc, ça veut dire qu'il y a une attente peut-être du public. Mon rapport au passé est celui d'un héritier reconnaissant, solidaire des femmes et des hommes qui ont fait ce pays. Si je n'ignore pas que nos ancêtres étaient, comme nous, des êtres imparfaits, capables du meilleur et du pire, ils m'inspirent néanmoins un profond sentiment de gratitude. Sans leur ténacité, leurs sacrifices, leurs rêves et leurs ambitions, nous ne serions rien ou si peu. Ce respect pour les anciens me vient de mon grand-père Bédard. C'était un Canadien français fier de ses origines qui me raconta très tôt l'histoire de notre famille. Il avait hérité de la maison paternelle, une bien modeste habitation construite sur une terre de Portneuf, défrichée par son arrière-grand-père. Ce sont des hommes comme lui qui ont bâti le Québec au fil des siècles. Sa vie, comme celle de bien des gens de sa génération, a souvent été difficile, mais il a donné le meilleur de lui-même à sa famille et à son pays. La mémoire de ses ancêtres l'a constamment rappelé à son devoir et à ses responsabilités face au monde dont il héritait et qu'il léguerait un jour à ses descendants. Pour mon grand-père, le passé, qu'il n'avait pas appris dans les livres, était une source inépuisable d'inspiration. Mais en vous attaquant souvent au discours dominant sur la Révolution tranquille, est-ce qu'on peut dire que vous faites preuve d'un certain conservatisme? Est-ce que vous vous définissez comme conservateur, un peu comme une bonne partie, je dirais, des jeunes historiens qui sont apparus depuis une quinzaine d'années, là, après ceux qu'on a qualifiés de modernistes ou de révisionnistes, là, qui étaient très actifs entre 1980 et 1995. Depuis 15 ans, depuis 1995, on peut dire qu'il y a une nouvelle génération d'historiens qui a un autre regard sur le passé, beaucoup moins anticlérical, au contraire, qui valorise le rôle de l'Église. Ou qui cherche à comprendre, en tout cas. Qui cherche à comprendre davantage cette période d'avant 60. Alors, au fond, est-ce que vous assumez votre conservatisme d'une certaine façon? Un conservatisme, je dirais, plus culturel. Hein? Je voudrais surtout pas parler au nom des autres. Les autres parleront en leur nom. Je pense à des historiens comme Xavier Gélina, que j'apprécie énormément, avec qui j'ai déjà travaillé, des sociologues comme Jean-Philippe Warren, Martin Meunier, plusieurs autres. Stéphane Kelly aussi, sociologue. Je parlerai pas du tout, c'est eux qui sont assez grands pour se définir eux-mêmes. On nous associe souvent. Je pense pas, par exemple, que Jean-Philippe Warren serait très à l'aise de se faire dire qu'il est conservateur, par exemple. Je pense qu'il y a une sensibilité de gauche. Mais même si on a un rapport au passé qui se ressemble, qui se rapproche. Mais en ce qui me concerne moi, si vous me dites conservatisme au sens de l'Institut économique de Montréal, au sens de revenir à un marché sauvage et au triomphe des forces du néolibéralisme et du marché, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, c'est pas, j'en fais pas de l'urticaire, je suis pas un étatiste absolu, là, je veux dire, l'État est bien, l'État peut faire, mais si c'est conservatisme dans ce sens-là, non, je m'associerais pas nécessairement à ça, c'est pas mon premier intérêt. Si vous dites conservateur au sens de traditionnaliste moral, les bonnes valeurs patriarcales, la femme à la maison, il suffirait que je vous présente ma propre femme pour que tout de suite vous verriez que ça c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je suis, je pense, un homme de mon temps. Maintenant, si vous me parlez d'un autre conservatisme, qui est celui-là, par exemple, d'un conservatisme où on dit que on n'est pas seulement des individus qui se réinventent à chaque 10 ans ou à chaque génération, mais qu'on est peut-être surtout des héritiers. Et que cet héritage a fait de nous ce que nous sommes,
pour le meilleur et pour le pire, et qu'on s'inscrit dans une tradition de débat, dans une culture qui a une longue histoire, qui nous précède, qui fait qu'on est un maillon dans une longue chaîne de générations et que, on espère léguer quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on nous a légué. D'ailleurs, il y a quelque chose de conservateur parfois dans le discours écologiste, par exemple. Je note ça dans un certain discours écologiste qui est pas nécessairement uniquement anticapitaliste, mais des fois j'entends une sensibilité conservatrice quand on nous dit on a hérité d'une planète avec des ressources, avec des richesses, puis on voudrait la léguer en meilleur état à nos enfants. Il y a un souci pour la continuité. Bernard Raymond, dans ses films sur l'Église, le cinéaste Bernard Raymond, pourtant quelqu'un qui vient de l'extrême gauche des années 70, puis il s'en cache pas, dans son livre La perte et le lien, dit qu'il faut être consciemment conservateur si c'est justement dans ce sens-là, dans le sens que nous sommes les héritiers de quelque chose. Moi, je vous suis là-dessus. Là. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est important que je le définisse moi-même parce que les gens, spontanément, dans le lexique politique québécois, conservateur égale Institut économique de Montréal, égale Stephen Harper, égale plus d'État. Hein? Bon, alors, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis mal à l'aise de me dire, mettons, publiquement de droite, hein, parce que la droite, c'est ça au Québec, dans notre lexique au Québec. La droite, c'est, on est contre l'État. L'État, c'est pas bon. C'est pour ça que je suis plus à l'aise de me dire conservateur que de droite, personnellement. Si le conservatisme, c'est un conservatisme plus culturel et national, dans le sens que vous dites. D'ailleurs, c'est un peu dans ce sens-là que Cornélie a parlé d'un conservatisme national. Moi, je dirais plutôt un conservatisme culturel. Quand on défend la langue, l'histoire, le patrimoine, voilà. On conserve un héritage et on est pour la promotion de ça. Oui. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis entièrement un conservateur culturel. Ah ben là, par ailleurs, j'assiste à un coming out intéressant. Oui. Mais par ailleurs, je trouve que il y a des divergences sur la question du conservatisme au plan social, c'est-à-dire la question des programmes sociaux. Oui. Là-dessus, il y a des divergences et je pense que vous êtes un conservateur aussi à ce niveau-là et là, c'est assumé. Moi, Cornélie dit là-dessus, il est pas d'accord. Je veux juste reprendre sa critique, si vous voulez, puis on en discutera. Dans sa critique, je crois que c'était dans le Devoir du 2 octobre, il conteste votre thèse générale en affirmant que le Québec d'aujourd'hui est plus libre, plus démocratique que celui d'avant 60. Donc, c'est pas un nostalgique de la période avant 60. Et de ce point de vue progressiste, valoriser les réformes de la Révolution tranquille, c'est quelque chose qui a peut-être été préparé par les gens d'avant 60, mais il faut valoriser ça. En d'autres mots, la Révolution tranquille, c'est la suite moderne des efforts des Canadiens français qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont lutté, etc. Donc, il faut pas avoir de mépris pour les Canadiens français de l'époque, pour le Canada français, mais en même temps, il faut reconnaître que la Révolution tranquille, c'est positif, je veux dire, c'est quelque chose de progressiste. C'est là-dessus, on ne sait pas trop si vous êtes nostalgique de la période antérieure ou si vous acceptez l'État-providence avec tous ces problèmes actuels là, pour gérer ça. D'abord, dans mon livre, je ne traite pas de ça vraiment de front. Par exemple, le rapport à l'État, est-ce qu'il faut privatiser la santé? Mais je le dis là pour que ce soit clair pour vos éditeurs, c'est pas un aspect que j'aborde dans mon livre, et c'est ce que je reprocherais à Louis Cornelier, d'aborder des aspects qui sont peut-être liés à ma personnalité intellectuelle, dans mon engagement, dans mes sorties que j'ai parfois faites. C'est normal qu'on associe ça. J'ai fait des sorties sur la question de la Révolution tranquille, l'héritage de la Révolution tranquille. J'ai fait une sortie sur le bloc. Bon, alors là, les gens amalgament tout ça. Et c'est normal, mais le livre ne parle pas de ça. Par contre, pour répondre plus directement à votre question, quoi retenir de la Révolution tranquille? Moi, je distingue deux choses. D'abord, il y a la Révolution tranquille au sens de relèvement, de reconquête économique et politique. Ça, c'est la veine à laquelle je m'identifie totalement de la Révolution tranquille. C'est-à-dire mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens français. Par l'État. Par l'État, absolument. Et ça, c'est une thèse qui a dominé au moins jusqu'en 1980. Oui, et là-dessus, moi, je suis un grand admirateur du général de Gaulle, comme plusieurs conservateurs d'ailleurs, culturels et nationaux. Et bon, le général de Gaulle, l'État, c'était très important. Hein? Donc, l'État, quand c'est un outil de relance politique et économique, l'État qui nous permet de mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens français. En 61, on était moins éduqués et on gagnait moins que les Noirs américains. Donc, l'État qui nous permet de sortir de cela, absolument. Et moi, j'ai écrit un article il y a quelques années, 2 ans, sur le mandat de la Caisse de dépôt et de placement, qui avait été d'ailleurs bien reçu, où je rappelais le mandat de la Caisse de dépôt et de placement. Là, Jean Charest a décidé d'en faire uniquement un outil, un bas de laine qui grossit, qui fait des bons investissements, mais qui met de côté le développement économique du Québec. Ben non, moi, je suis pour que la Caisse intervienne dans l'économie du Québec, qu'Hydro-Québec joue un rôle important, qu'on contrôle mieux nos ressources naturelles, bien sûr. Bon, une fois qu'on a dit ça,
Est-ce que reconnaître que notre système de santé a des sérieux ratés, surtout quand on est père de famille de 2 jeunes enfants, puis on est obligé de se taper 50 heures à la salle d'attente, puis qu'on est obligé on est dans une république de beaux-frères pour trouver un médecin de famille, est-ce qu'on peut se dire que ça marche pas? Quand on voit la Xème réforme scolaire ou quand on voit le taux de décrochage, est-ce qu'on peut admettre que c'est pas exactement ça qu'on veut pour nos enfants et pour l'avenir? Est-ce qu'on on fait œuvre de sacrilège quand on dit que ça ne marche pas bien, qu'on a raison de critiquer cela? Je pense que oui. Alors, il faut, autrement dit, faire l'inventaire de tout ça. Mais je mets ça de côté, donc tout ce qui est étatique et tout ce qui est réforme de politique publique, et j'ajouterais que la Révolution tranquille, on confond toujours 2 éléments, et c'est normal. On confond ces grandes réformes étatiques pour mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens français et pour mieux redistribuer la richesse. On confond ça avec un autre mouvement, mais qui n'est pas seulement québécois, qui est occidental, qui est une forme de révolution culturelle, de contestation radicale des normes anciennes, de l'autorité du passé, d'une certaine façon, qui intervient beaucoup à la fin des années 60. Tout ce qui va... Avec la contre-culture. Avec la contre-culture, exactement. Alors, ça prend différentes formes. Ça prend une forme clairement révolutionnaire. Après 70, on n'est pas au début des années 60. À la fin des années 60. Non, mais vous voyez, c'est ça, je distingue, mais c'est parce que vous demandez à un Québécois dans la rue, c'est quoi la Révolution tranquille? Souvent, spontanément, il va associer, par exemple, Hydro-Québec et la libéralisation des femmes et la fin du pouvoir du magistère de l'Église, par exemple. Bon, il va associer les deux, donc un mouvement de libération collective et un mouvement de libération personnelle, d'affranchissement, de liberté. Hein? C'est un petit peu amalgamé dans notre mémoire collective. Exact. Hein? Et moi, je dis que la première veine est extrêmement positive, même s'il faut faire le droit d'inventaire, il faut faire l'inventaire de ça. Mais la deuxième veine, elle, je suis beaucoup plus critique, c'est la veine un peu libertaire, c'est la veine contre-culturelle, et même c'est la veine révolutionnaire, qui a pris des accents politiques concrets dans les années 60 et 70. Et ça, cette veine-là, c'est cette veine-là que j'attaque au fond. Parce que c'est celle-là qui nous disait, le passé, là, nous, là, on a compris comment ça allait marcher dans l'avenir. Nous, on veut couper radicalement avec tout ce qui nous vient du passé. Nous, on juge que le Canadien français, c'est un colonisé, c'est un perdant, c'est un loser. Et si vous lisez Parti pris, c'est ça, de page en page. Si vous lisez la revue du RIN, c'est exactement le discours de l'époque. C'est le discours de la décolonisation qu'on va emprunter. Et ça, cette veine-là, qui je crois, a comme pris le pas avec le temps dans notre intelligentsia, c'est contre cette veine-là que j'en ai vraiment. Et si on revient à votre livre, au fond, ce que vous reprochez à la Révolution tranquille, c'est pas l'enthousiasme pour essayer de reprendre la maîtrise de sa vie économique, c'est plutôt l'arrachement au passé. Exactement. Jean-Marc Léger, déjà en 92 ou 93, dans son livre Vers l'indépendance, il notait que ce mouvement-là d'arrachement, se défaire du Canada français, rejeter le nom de Canadien français, cette espèce de honte qu'on a lancée sur le Canadien français, ça nous enlevait toute fierté et ça a certainement joué dans la défaite des référendums, dans le sens que on peut pas renier sa propre histoire, se détacher comme ça de son passé. Si on veut construire l'avenir, il faut s'appuyer sur le passé. Mais j'avais l'impression que c'est plus ce volet-là de la Révolution tranquille, cet arrachement au passé qui vous choquait davantage. Voilà, exactement. Et ça, je pense pas que c'est réactionnaire ou conservateur, ou c'est un sain conservatisme. Peut-être pour vous, en tout cas, moi, c'est à ça que tient mon conservatisme, c'est-à-dire toujours me rappeler que je suis un héritier, que je me suis pas inventé moi-même. Et aussi, et là j'en parle au début de mon livre, c'est parce que ça renvoie à une histoire très personnelle et intime. C'est-à-dire que mon propre grand-père Bédard, un paysan de Portneuf, est passé de son vivant de Duplessis à l'évêque. Bon, de son vivant. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas de contradiction dans le fait d'avoir été pendant longtemps un bleu proche de Duplessis et d'avoir ensuite voté pour le oui en 1980. Et pourtant, quand je lis les travaux sur le portrait du colonisé qu'on a un peu pastiché au Québec dans les années 60, mon grand-père aurait été censé être un colonisé par excellence. Or, c'était un homme libre, un homme fier, un fier Canadien-français, mais qui est devenu Québécois, qui a suivi cette piste-là. Je dis pas que tout le monde a fait ça de sa génération, mais quand je lis le portrait du colonisé, je sens un mépris pour quelqu'un comme mon grand-père, mais mon grand-père est, entre guillemets... Mais on pourrait faire une autre lecture de ces textes-là de la décolonisation. On pourrait extrapoler à tout un Québec plus rural, paysan, canadien-français,
qui a basculé au Parti québécois dans les années 60, et avec souvent l'intermédiaire des créditistes, qui est passé par le créditisme dans les années 60-70, puis ensuite qui est allé vers le Parti québécois. C'est le parcours de mon grand-père, c'est le parcours de mon père, qui étaient des nationalistes. Alors, quand j'entends que tout ça est né de l'action de quelques individus qui regardent de haut tout ce qui est avant, je dis ça ne marche pas non plus avec la sociologie électorale de ma famille. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. C'était la chanson Dégénération du groupe Mes Aïeux. Un chapitre du livre de notre invité Éric Bédard est titré de même, en voici d'ailleurs un extrait. Avec ses références aux arrière-grands-parents, sa mélodie dépouillée et efficace, Dégénération rappelait aux Québécois qu'ils étaient, eux aussi, les héritiers d'une histoire, que la société d'aujourd'hui s'était construite grâce au travail patient et opiniâtre des générations précédentes. Les ancêtres immergés dans la prétendue grande noirceur, ceux-là même que les baby-boomers décrivaient comme des gens repliés sur eux-mêmes, complètement soumis à une Église intolérante, auraient, malgré les difficultés de leur époque, fait de leur mieux pour assurer la continuité des générations et offrir une vie meilleure à leurs descendants. Ce que Dégénération dénonce, c'est l'égoïsme d'une génération qui n'aurait pas su préserver adéquatement le capital matériel et social accumulé au fil des siècles. Venant de jeunes musiciens, ce respect des ancêtres n'a pas laissé indifférent. À l'antenne de Radio Ville-Marie, vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, au microphone Éric Bouchard. Retrouvons maintenant Robert Comeau pour la suite de son entretien avec l'historien Éric Bédard, qui nous parle de son livre « Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé », publié récemment aux éditions du Boréal.
Je comprends. Vous vous présentez un peu comme un héritier reconnaissant envers vos ancêtres, mais ce respect des anciens-là n'interdit pas de vouloir faire mieux pour nos enfants, puis de dépasser ça, de donner plus d'éducation, etc. Bien sûr. Et c'est souvent nos parents, ou je pense, dans mon cas, c'est le cas, qui ont adhéré aux valeurs nouvelles de la Révolution tranquille. Voilà. Donc, il n'y a pas cette rupture. Ce qui semble faire problème, c'est que on n'aurait pas tant rompu avec le Canada français, mais aussi avec ce qu'on était avec les Canadiens français. Voilà. Et vous parlez, en fait, dans votre livre, d'une rupture existentielle, comme s'il y a une part de nous-mêmes qu'on rejetait, qu'on n'est pas capable d'assumer. Mais en fait, dans le mouvement national ou souverainiste, il y a deux composantes. D'après moi, il y a une composante majoritaire qui a un fond conservateur, à mon avis, qui devient souverainiste parce qu'on s'aperçoit que le grand projet canadien-français, le grand rêve canadien-français d'un Canada binational ne fonctionnera pas. Et on s'en aperçoit dans les cercles nationalistes à partir du recensement de 1951. C'est très bien documenté par Marcel Martel dans ses livres qui vont mener à la rupture des États généraux de la fin des années 60. Donc les élites nationalistes se rabattent sur le Québec et deviennent dans bien des cas souverainistes parce que, faute de pouvoir transformer le Canada comme un pays binational. Bon. Et donc, il y a ce courant-là, je dis conservateur, mais dans le sens qu'on l'entend, nous, vous et moi, pas dans le sens de traditionnaliste, mais dans un sens d'héritier qui veut préserver, le Canada n'étant pas transformable comme on le souhaite, faisons la souveraineté du Québec. Et il y a un autre courant, mais très tapageur, qui a fait beaucoup de bruit, qui était porté par une nouvelle génération aussi, qui voyait dans l'indépendance l'avènement d'une société radicalement nouvelle. Une révolution. Une révolution, exactement. C'était l'indépendance-révolution. Le Québec nouveau serait une société radicalement différente. Même dans le cas du FLQ, serait une société socialiste, alignée sur les modèles de l'Algérie ou d'autres. On parlait d'Ho Chi Minh, c'était le leader qui était constamment cité même par Pierre Bourgault dans un congrès du PQ, je pense en 71, on le voit sur YouTube. Bon, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara. Donc, c'était l'indépendance-révolution. Moi, je pense pas que ce courant-là, qui s'est infiltré au Parti québécois, parce que René Lévesque... Il n'a pas duré longtemps, ça a été quand même une courte période. Oui, mais on en voit encore une présence aujourd'hui. Si vous regardez les gens du courant du SPQ libre, vous regardez une certaine gauche qui parle toujours du projet de société, qui rêve que la souveraineté soit assortie d'un projet de société. Qu'est-ce que c'est le projet de société? C'est toujours le projet d'une certaine gauche. Mais je le condamne pas, j'essaie de comprendre. Okay, je comprends la que chimie. c'est pas votre tasse de thé, mais non. J'aimerais parler de ce qui vous intéresse plus. Oui. Vous avez travaillé, par exemple, sur le mouvement du Dr Jutra, le regroupement national, ce qu'on appelle les nationalistes plus conservateurs qui se sont associés à René Lévesque. Parlons des Bleus. Oui. C'est un domaine qui vous intéresse. J'ai un chapitre puis sur vous avez ça. tout un chapitre sur la difficulté d'être conservateur au Québec aujourd'hui. Oui. Mais quand on regarde au plan politique ce que ça a donné, par exemple, Duplessis qui s'alliait avec Diefenbaker à Ottawa. Ça a donné René Lévesque qui, après avoir perdu le référendum, va faire confiance à Mulroney. Donc, il y a toujours eu ces Bleus du Québec qui ont essayé d'espérer quelque chose du fédéral et qui sont souvent tombés dans l'autonomisme. Par exemple, vous citez souvent, comme l'historien Michel Brunet de l'École de Montréal, ça semble être un peu votre modèle d'une certaine façon, mais Michel Brunet, par rapport à l'orthodoxie indépendantiste, était plutôt un autonomiste qui a appuyé Duplessis. Donc, c'est plutôt l'art du possible en politique, c'est-à-dire le pragmatique qui dit peut-être l'indépendance à long terme, c'est souhaitable, mais dans la pratique, là, on va être simplement autonomiste. Il faut faire cette différence. Oui, vous avez raison. Et je pense que de ce point de vue-là, dans votre livre, Les réformistes, quand vous valorisez beaucoup La Fontaine, La Fontaine, si on le compare à aujourd'hui, un peu la situation d'aujourd'hui, vous l'avez vous-même fait, cette comparaison. La Fontaine, c'est celui qui arrive à la conclusion, l'indépendance n'est pas possible, donc on va essayer de se battre au moins pour la langue, pour conserver nos droits, nos lois, etc. Est-ce qu'on peut dire que de votre côté, votre esprit va plus du côté de La Fontaine que de Papineau? C'est-à-dire que je suis devenu avec le temps, parce que quand j'étais très jeune, disons autour de la vingtaine, j'étais en effet, j'étais sans concession indépendantiste, mais de façon sans concession, et je rêve toujours profondément à l'indépendance, je la souhaite, mais je dois constater que mon peuple, 40%, tous les sondages la souhaitent comme moi, n'est pas tout à fait là. Et que le premier choix de mes compatriotes reste, et ça, je suis obligé de le constater, reste une sorte de réforme incroyable du fédéralisme qui reconnaîtrait le Québec comme une société distincte. C'est le premier choix de mes compatriotes, sondage après sondage après sondage. Bon. Alors, on doit composer avec cette réalité politique-là.
Comment composer? Alors, je pense qu'avec le recul, par exemple, je me dis que le lac Meech que j'ai combattu comme la plupart des souverainistes indépendantistes au début des années 90, je me dis, le lac Meech, ça aurait été quand même mieux que rien. Hein? Je pense qu'on aurait dû au moins, si on avait le lac Meech, on serait en meilleure posture, constitutionnellement parlant, qu'on l'est en ce moment. Peut-être qu'on aurait dû au moins avoir le lac Meech. Peut-être qu'à chaque fois qu'on fait des gains à ce niveau-là, on avance comme collectivité et que tout ça nous amènera peut-être un jour à l'indépendance. La politique des petits pas, là. Ben oui, enfin, c'est toujours condamné. Quand je militais beaucoup au Parti québécois, on appelle ça l'étapisme, c'est bien terrible. Mais en même temps, je suis obligé de prendre acte. Parce que sinon, c'est quoi le danger? Le danger, c'est, je dirais, c'est l'approche à la Falardeau, de Pierre Falardeau, pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. Mais quand on écoutait Pierre Falardeau, il y avait 2 cas de figure. Il y avait soit que le peuple était vendu, si vous n'étiez pas d'accord avec son option indépendantiste, vous étiez un vendu aux Anglais, ou vous étiez un colonisé qui ne comprenait rien, puis vous étiez un Elvis Gratton. Or, entre les deux, il existe la démocratie. Où sont les Québécois? Comment tenir compte de leur cheminement? Et comment essayer d'avancer là-dedans pour préserver les acquis, les fondements? Pour plusieurs des apôtres de la Révolution tranquille, cette rupture n'était pas cependant suffisante. Il ne fallait pas seulement rompre avec le Canada français, mais aussi avec les Canadiens français. Non pas seulement tourner le dos à un projet politique, mais en finir avec un type d'homme. La rupture proposée n'était pas seulement constitutionnelle, elle était existentielle. Le Canadien français de certains révolutionnaires des années 60 était un colonisé, un être aliéné, un perdant qui avait subi les dictates du clergé et des Anglais. Inspirés par des théoriciens du tiers-monde qui décrivaient un univers bien différent du nôtre, ces jeunes révolutionnaires regardèrent de haut des hommes comme mon grand-père. J'ai souvent l'impression que ce legs de la Révolution tranquille, devenu la doxa d'une certaine intelligentsia dite progressiste, nous a rendus étrangers à nous-mêmes. Il m'arrive de penser que cette utopie du Québécois nouveau complètement affranchi d'une histoire jugée avilissante et son corollaire, le rejet viscéral du Canadien français, a vicié notre rapport au passé. Moi, j'en suis là. J'en suis là. Et ceci dit, demandez-moi pas comment procéder, là. Je suis dans le brouillard, comme la plupart des gens. Mais revenons d'abord à l'histoire, puisque vous avez fait une thèse de doctorat qui a été publiée en 2009, qui s'appelle « Les réformistes ». Oui, parce que, mais là, je vous explique. Pourquoi je me suis intéressé aux réformistes? Oui, c'est ça ma question, justement. C'est ça, c'est moins parce que je voulais voir une piste d'avenir sur le plan constitutionnel. C'était pas pour ça que j'ai étudié les réformistes. C'était parce que je trouvais que c'est une génération qui ressemble à la mienne, qui arrive à un moment critique de l'histoire où les pistes sont plus claires. Parce que les rebelles, là, jusqu'en 1837-38, je veux dire, le Parti patriote, là, le rebelle, c'est exagéré, mais le Parti canadien, le Parti patriote, on a vraiment l'impression qu'à partir des années 1820-1825, la ligne est assez clairement tracée. Hein? On est dans une échelle de revendications. On commence par la querelle des subsides. Ensuite, c'est les 92 résolutions. On sait où on s'en va. Avec des revendications démocratiques. Avec absolument. Pour prendre le contrôle du Parlement. Absolument. Donc, avoir la maîtrise politique et absolument. Qui voulait dire, en pratique, devenir indépendant. À long terme. Ça venait à l'autre. C'est-à-dire que je pense que chez Papineau, c'est pas clair que c'est ce qu'il souhaitait. Chez Papineau, c'est pas clair qu'il voulait une république indépendante. En tout cas, quand on le lit assez attentivement, il croyait sincèrement que la Grande-Bretagne accepterait de donner le gouvernement responsable à une majorité francophone. Peut-être dans un Dominion britannique. On peut le traiter de naïf, mais je crois sincèrement qu'il y croyait, puis il pensait que la petite minorité anglophone faisait écran aux justes doléances des patriotes. Et accepterait son statut de minoritaire dans un grand Canada anglophone. D'ailleurs, il était pour un Canada bilingue dans son dernier discours de 1867, Louis-Joseph Papineau. Et il a prôné un temps l'annexion aux États-Unis. Bon, alors, il y avait une séquence claire, je veux dire, je me remets dans la peau des acteurs. Et là arrive cette répression épouvantable, ces emprisonnements, ces pendaisons. Et là, vous faites quoi? Évidemment, heureusement pour nous, c'est pas aussi dramatique. L'échec de l'accord du lac Meech n'a pas entraîné mort d'homme, puis le référendum de 95 n'a pas entraîné mort d'homme, mais il y a des conséquences. Il y a la loi sur la clarté, il y a eu le bill sur les commandites. Et là, nous, notre génération, là, on fait quoi? Alors, moi, j'ai pas de réponse, donc quand j'ai pas de réponse, je vais voir d'autres générations et j'essaie de comprendre comment eux, ils ont
aménager ce que eux ont appelé, ou ce qu'on appellera plus tard la survivance, ou la survie de notre collectivité, malgré un contexte épouvantable, où on avait même proscrit la langue française au Parlement. On est loin de ça, heureusement, aujourd'hui. Donc, c'est juste, dans le fond, pour inspirer des gens de notre génération, pour dire, écoutez, dans des circonstances bien pires que les nôtres, on a quand même tiré notre épingle du jeu. C'est pas parfait, mais on est toujours là pour s'en parler. Je comprends, mais cette génération-là de La Fontaine, du journaliste Étienne Parent, à partir de 1840, ils ont quand même élaboré toute une philosophie, tout un credo national qui dit, au fond, on peut vivre en minorité dans un Canada majoritaire, et c'est pas si grave que ça, c'est la survivance, il faut juste défendre les valeurs culturelles, on n'a plus besoin d'indépendance politique, de toute façon, c'est impossible, donc acceptons ça. Oui. Et ce grand credo qui a dominé là, de 1840 jusqu'à l'arrivée des indépendantistes contemporains fin des années 50, ça c'est un credo important qui nous a justement fait écarter l'idée d'indépendance de notre radar. Mais à ce moment-là, et il faudrait pas plutôt, comme historien lucide et indépendantiste, faire une critique pour saper justement ce credo-là qui est faux, parce que... Bon, ben d'abord saper quelque chose, c'est pas notre rôle. Moi, je pense que nous, en tout cas, moi, quand je regarde un groupe, quand je regarde un groupe, quand je regarde des individus dans le passé, là, il faut faire attention au chapeau. Moi, je mets mon chapeau d'historien et j'essaye vraiment le plus sincèrement et le plus honnêtement possible de les comprendre dans leur contexte. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les réformistes et j'espère que dans 150 ans, on fera ça avec nous. J'espère qu'on aura la générosité de nous regarder dans notre contexte et de dire, bon, Robert Comeau pensait les choses ainsi. Je porte pas de jugement, c'était sa cohérence à lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses, et voilà, je fais un mémoire de maîtrise ou une thèse sur Robert Comeau, et je vous explique comment il voyait les choses. Mais moi, j'ai essayé de faire la même chose avec la même rigueur pour les réformistes, et je pense pas que c'est à moi de donner des certificats de bonne conduite à un ou à l'autre. Par contre, je vais rebondir sur votre question, vous dites, ils ont sapé le credo indépendantiste, mais les Rouges des années 40 sont pas indépendantistes. Les Rouges des années 40 veulent l'annexion aux États-Unis. Le credo indépendantiste disparaît de l'écran radar. Mais j'appuie pas Papineau, je donne pas raison à Papineau. Non, mais alors, attaquez-vous. Je dis seulement que La Fontaine et Parent et les réformistes ont élaboré tout un système qui dit, au fond, il faut se satisfaire de ça. On n'a pas besoin de l'indépendance. On est capable de bien vivre en minorité dans un régime d'union. C'est votre interprétation. Moi, je le dirais autrement. Je dirais qu'ils se disent, et d'ailleurs, on dit encore ça aujourd'hui, le succès d'un peuple, la prospérité d'un peuple ne passe pas uniquement par son statut politique. Passe par son économie, passe par son éducation, passe par son dynamisme social. Vous voyez? C'est quelque chose qu'ils vont développer avec les années 40. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent ça aussi. On peut déplorer ça. Non, je pense que c'est pas que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais moi, je pense plus, personnellement, que si on a une économie faible, c'est parce qu'on n'a pas la maîtrise politique. Parce que quand on a l'État, puis quand on a la possibilité de faire des lois favorables à son groupe, ben, on peut peut-être développer une économie plus forte et aussi avoir une culture plus forte. Puisque politique, économique et culture, c'est interdépendant. Mais là, ce qu'on pourrait vous répondre, c'est qu'on a fait la Caisse de dépôt à l'intérieur du Canada, on a fait Hydro-Québec. Il y a personne qui empêche aucun entrepreneur québécois francophones de développer des grandes entreprises. C'est vrai que structurellement, parfois, il y a des investissements qui nous défavorisent. Je suis bien d'accord avec ça et je voudrais mettre fin à ça. Mais je regarde l'Écosse. L'Écosse est très prospère comparativement au reste de l'Angleterre. D'ailleurs, j'étais en Angleterre il y a quelques années et le chef, le président, le PDG de la banque écossaise, qui est une grande, un peu notre banque de Montréal, disait, parce qu'il y a des nationalistes écossais qui rêvent d'indépendance, disait publiquement, la question du statut politique de l'Écosse, c'est une question politique et non économique. Imaginez le président de la Banque de Montréal qui serait dirigé par un Québécois qui ferait une telle déclaration. Alors, moi, je trouve que notre entrepreneurship est pas assez fort au Québec. On pourrait faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Pierre Péladeau disait, donnez-moi 100 millionnaires. Et on va la faire tout de suite, l'indépendance. Il disait ça en boutade. Donc, pour moi, c'est pas à couper au couteau. Je sais qu'il y a des outils, on en a, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus. Avec une politique nationale forte, on pourrait, moi je pense, être beaucoup plus prospère. Et peut-être que ça donnerait confiance aux Québécois pour faire l'indépendance. On peut voir ça de deux façons. Parfait. Alors, on va fermer le chapitre de votre thèse, qui est d'ailleurs un excellent travail. Merci beaucoup. Même si je suis en désaccord avec votre thèse sur Parent et La Fontaine, il reste que c'est un travail monumental. Merci beaucoup. Mais un autre aspect de votre livre, là, votre récent ouvrage... Recours aux sources. Recours aux sources, c'est la question de l'enseignement de l'histoire. Oui. Là-dessus, on se rejoint pas mal. Absolument. Parce qu'on milite depuis au moins 5 ans ensemble là-dessus. Et plus pour critiquer
les contenus Oui. suite à la réforme en particulier. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez? Parce que c'est complexe. Je remarque dans les articles de journaux, Ouais. on comprend pas toujours Ouais, exactement ouais. qu'est-ce qu'on veut dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on dénonce? Par exemple, vous dénoncez le présentisme Ouais. dans les programmes actuels. Qu'est-ce que c'est exactement le présentisme ou comment ça se traduit actuellement dans les pas dans les manuels, mais plutôt dans les Dans le contenus programme. du programme? Ouais. En fait, ce que je constate, c'est que le programme de 2006, qui a été adopté et qui est mal foutu parce que la première année est chronologique, la deuxième année est thématique et les élèves... Ça, c'est pour les élèves du secondaire 3 et secondaire 4. C'est ça. là. Et les élèves ont l'impression de redite, puis les professeurs sont pas contents de cette structure du programme. Ça, c'est la division. comment Voilà, on la l'a divisé. division. Maintenant, le programme en tant que tel, j'en fais une critique dans Recours aux sources. C'est pas, en fait, on pourrait dire, si on regarde, d'abord, le mot Québec, ça c'est même vous qui l'aviez noté avec raison, et même pas dans le titre du programme, c'est Histoire et éducation à la citoyenneté. On pourrait se demander histoire de quoi, histoire de qui, mais le mot Canada n'est pas non plus là. Donc, le mot Québec, mais le mot Canada n'est pas non plus là. Donc, c'est un cours, c'est pas l'histoire du Québec qu'on raconte, mais c'est l'histoire de la modernité au Québec. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au grand processus de la modernité, l'industrialisation, l'urbanisation, les droits de la personne, l'État-providence, des phénomènes qui ont existé partout en Occident, qui sont extrêmement importants, hein, et qui sont importants pour comprendre le Québec d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas propres au Québec. Et c'est cette histoire-là, en fait, l'histoire de la modernité au Québec, et non pas l'histoire du Québec qui intégrerait ces éléments de modernité, bien sûr, qui nous ont marqués. Donc, je vous donne un exemple. Quand on parle de l'industrialisation, on peut expliquer c'est quoi l'industrialisation. D'ailleurs, on le fait dans le cours secondaire 1 et 2. On explique comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence. Mais parler au Québec de l'industrialisation sans mettre le doigt sur l'infériorité économique des Canadiens français, c'est vraiment passer à côté de ce qui est particulier à la société québécoise et ce qui va expliquer par la suite, par exemple, la Révolution tranquille en grande partie. Hein? Alors, c'est ça que je sens pas, cette Donc, trame. c'est plus une histoire nationale. Non. D'une part, on étudie de plus en plus des éléments, des parties, des sections, ou des parties, catégories sociales. ou des en processus, les grands Ouais, ou des processus de notre processus. modernité et des processus de la modernité qui expliquent l'avènement de groupes particuliers qui vont être finalement reconnus. C'est la modernité culturelle et politique qui permet la reconnaissance plus tard des minorités ethniques, des femmes, et tout ça est très important. Mais en même temps, je répète, c'est occidental. Et il faut bien sûr l'expliquer, montrer comment ça s'est fait ici, mais il faut pas perdre de vue cette trame nationale particulière qui aussi est celle qui est liée à notre mémoire collective, parce que c'est notre mémoire collective qui charrie, qui a repris, dans le fond, où cette histoire-là existe, et donc, ce faisant, je trouve qu'on s'éloigne trop de la mémoire collective des Québécois. Au fond, jusqu'aux années 80, on peut dire qu'il y avait un certain rapport entre l'histoire nationale et notre mémoire collective. Oui. Mais depuis les années 80, on a commencé, on les a appelés les révisionnistes, ou les modernistes. Révisionniste, c'est le terme de Ruden, pour les décrire. Ouais. À partir de 80, effectivement, on a fait un autre genre d'histoire et aujourd'hui, ça se répercute dans les programmes d'enseignement au niveau secondaire. Mais moi, je trouvais qu'une des critiques intéressantes, le présentisme, c'est justement une histoire qui se veut au service du présent. Oui. Et ça, je pense, c'est une dimension qui est très forte dans les programmes d'aujourd'hui. On s'intéresse pas à l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, mais pour répondre à des questions immédiates dans le présent. Voilà. Et ça, c'est un bon exemple de ce que vous dites. C'est le nouveau cours que nous avons d'ailleurs dénoncé ensemble, le nouveau cours de secondaire 5. Au début, il était question que le cours de secondaire 5 qui était optionnel sur le 20e siècle, qui était un cours passionnant que moi j'ai suivi. C'est moindrement qu'on avait un bon prof. C'était dans le fond les 2 guerres mondiales, la construction européenne, la décolonisation, donc le 20e siècle. Ce cours-là s'est transformé en un cours sur le monde contemporain. Et là, c'est exactement ce qu'on dénonce, c'est-à-dire on prend les grandes problématiques du monde contemporain et on explique par le passé. Bon, alors, je veux bien, mais ça veut dire qu'on va se ramasser avec un cours, avec des élèves qui n'ont pas nécessairement cette culture historique pour comprendre dans sa logique même qu'est-ce qu'a été le nazisme, qu'est-ce qu'a été le communisme, qu'est-ce qu'a été la Shoah, pourquoi il y a eu la construction européenne. En soi, c'est important de savoir ça. Ben oui. On est incapable de décoder l'actualité ou comprendre le téléjournal si on n'a pas eu au moins un cours sur l'histoire du 20e siècle. Voilà, c'est ça. Actuellement, ce cours-là n'est plus obligatoire. Il n'y a plus de cours sur l'ensemble du 20e siècle. Enfin, je pense que sur l'histoire, vous avez aussi, vous venez de publier un gros rapport
sur l'état de l'enseignement de l'histoire nationale dans les universités. Autant l'offre de cours que la recherche. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? En gros, c'est que l'offre de cours, on constate qu'il y a toujours un intérêt des étudiants pour nos grands événements et nos grands personnages, disons, de notre histoire nationale. On a recensé, Myriam Darcy et moi, pour le compte de la Fondation Lionel Groulx, on a recensé tous les mémoires, enfin la plupart, on en a peut-être oublié quelques-uns, mais 541 mémoires de maîtrise et 140 thèses de doctorat. Et on remarque qu'à peu près un quart porte sur les grands événements, grands personnages de notre histoire nationale. Donc, il y a un intérêt soutenu chez les étudiants. Mais quand on regarde les professeurs, les spécialisations des professeurs, il y a presque rien de ce côté-là. La spécialisation en histoire du Québec et du Canada est vraiment en histoire sociale et culturelle. C'est très bien, mais il n'y a pas d'espace chez des chercheurs qui auraient consacré une partie de leur carrière aux rébellions, à la guerre de 7 ans, à la Révolution tranquille. Il n'y a pas d'espace pour ces chercheurs-là. On trouve ça dommage et il me semble qu'il y a un manque d'équilibre entre histoire sociale et histoire nationale. Comment se fait-il qu'on a autant de difficultés à faire accepter chez les profs d'université, actuellement dans les universités francophones, le concept même d'histoire nationale? Pourtant, on nous dit qu'on est une nation, il y a une Assemblée nationale, il y a une Bibliothèque nationale, des archives nationales, mais dès qu'on parle d'histoire nationale, on devient frileux. Ouais. Moi, j'en reviens pas comment les universitaires, là-dessus, sont incapables de réagir de façon positive face à ce terme-là. D'après moi, il y a deux choses. D'abord, s'il y a un discrédit, il y a un discrédit qui vient de loin parce que, on peut le dire, l'histoire nationale et politique a longtemps été hégémonique. C'était la seule histoire qui se faisait, qui s'enseignait. Et donc, on a réagi à ça et on a réagi tellement que maintenant, il n'y a plus d'espace pour celle-là. Il y a peut-être ça. Deuxième élément, c'est comme si cette histoire-là était perçue comme une histoire militante, hein? Alors moi, je dis souvent que l'histoire nationale ne doit pas être plus nationaliste que l'histoire sociale doit être socialiste. C'est-à-dire que c'est un angle d'approche. C'est une perspective sur le passé. Étudier l'histoire nationale, c'est étudier des événements ou des moments ou des phénomènes où l'histoire d'une nation est mise en jeu dans sa totalité. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de communauté. Il y a un peuple confronté à son destin. Le meilleur exemple, c'est évidemment la conquête dans notre cas. Hein. Lors de la guerre de la conquête, durant l'été 59, il y a 10 000 miliciens en armes. 10 000 miliciens, c'est comme s'il y avait 1 million de Québécois qui prenaient les armes aujourd'hui. C'est toute proportion gardée. Donc, les classes sociales, ça fout le camp, les distinctions. Un peu comme en France, quand en France, à la veille de 1914, vous avez Jean Jaurès qui dit faut lutter contre cette guerre bourgeoise, et le peuple, pourtant, dans certains cas sympathique aux socialistes, dit non, c'est l'union sacrée, et puis c'est notre nation qui est en jeu. Mais il faut étudier ça. Il faut étudier ça en tant que tel. Il faut comprendre ces événements, comprendre les contextes, et avec les nouvelles archives, des fois qu'on découvre, on a découvert un nouveau journal de Wolfe, on découvre des choses, mettre ça en relation avec d'autres chercheurs dans le monde qui étudient les mêmes périodes. En fait, l'histoire nationale, c'est même plus que les grands hommes. On essaie toujours de nous ridiculiser en disant « Oh, l'histoire nationale, si vous voulez faire juste l'histoire des classes dominantes, l'histoire des grands hommes. » Mais c'est aussi l'histoire des conflits, c'est l'histoire de nos rapports, c'est l'histoire des relations internationales. Ça peut, absolument. C'est aussi beaucoup plus large. Oui. Et je pense que... Mais même l'histoire des grands personnages, je regrette. Dans le public, là, il y a un tel engouement pour la biographie, même si on avait quelques historiens qui ne faisaient que ça, ce serait pas inutile. On lit encore la biographie de François Bigot, de Guy Frégault. On a des monuments de Vauclin puis de Corps, et on sait pas du tout, on connaît pas ces gens-là. Il y a un personnage est tellement emblématique d'une classe sociale, dit tellement d'une époque. Un seul personnage nous dit beaucoup. Alors, étudier d'ailleurs un seul personnage, c'est pas perdre de vue la société, c'est au contraire l'inscrire dans une société. Vous savez comment c'est mal vu, les biographies. C'est même pas reconnu dans nos universités francophones, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose qui est assez courant, les biographies politiques. Je trouve ça dommage parce que maintenant, les historiens se coupent d'un grand public. En terminant, on fera pas un long débat, mais il y a quelques chapitres qui m'ont un peu déçu dans votre ouvrage. Je vous ai accordé 2-3 chapitres à l'historien Maurice Séguin qui aurait laissé un héritage impossible. C'est pour le moins surprenant de la part d'un historien nationaliste, et même, je peux te dire, qui a été indépendantiste ou qui est indépendantiste. Alors, voulez-vous nous dire pourquoi Maurice Séguin, qui est pour moi le plus grand théoricien, qui a développé toute une sociologie du national, qui a été aussi un historien important du régime anglais et qui a donné de nombreux disciples, là. On les connaît, qui ont été très actifs, je dirais, surtout jusqu'en 1980, par leurs manuels, je pense à Vaugeois, Valran, etc. Donc, ils ont été très actifs dans l'enseignement et aussi dans la recherche. Pourquoi vous l'écartez aussi facilement? En fait, je l'écarte pas. Vous avez dit le mot, justement, qui fait problème pour moi. Vous avez dit c'est un théoricien.
les historiens, à mon avis, ne sont pas des théoriciens. Les historiens doivent regarder de façon empirique quelle a été l'histoire, qui ont été les personnages. Et le problème avec une théorie plaquée sur l'histoire, c'est que ça devient un récit téléologique déjà convenu. On connaît déjà la réponse. Il n'y a plus aucune surprise dans les archives. On a toute la réponse. On a une grille. Et moi, je note souvent que les sociologues ou les politologues abordent le passé avec des grilles théoriques. C'est normal, c'est leur formation. Hein? Ils commencent souvent leur recherche en disant « Voilà ma vision du monde. Là, je vais aller voir dans le passé si ça marche dans ma théorie. » Hein? Et je trouve que les historiens ont été trop influencés par ça et on développe des concepts, puis on les applique dans le passé, puis on regarde si ça fonctionne ou pas. On a fait ça avec le libéralisme. Bon. Moi, d'ailleurs, au début de ma thèse sur les réformistes, je voulais faire ça avec le conservatisme. Et je me suis dit, non, les réformistes, ils s'en foutent du conservatisme. Je vais étudier les réformistes, pour essayer de voir comment eux voient les choses. Et puis, mes théories sur le conservatisme, là, je garderai ça pour un autre livre. Alors, c'est ça mon problème avec Maurice Séguin, c'est-à-dire que en nous proposant une grille très forte, très riche, mais très forte, il a un peu, à mon avis, paralysé l'histoire empirique. C'est ça, c'est mon seul reproche. Moi, je trouve que ce que il vous a paralysé appelez l'histoire empirique ouais. de vrais personnages, d'une vraie histoire. Et là, attention, parce que Maurice Séguin, vous l'avez souvent associé à... Il combattait la vieille histoire clérico-nationaliste de Lionel Groulx. C'est pas juste ça. C'est que quand je parle d'histoire empiriste, je parle de Guy Frégaud. Guy Frégaud, c'était l'École de Montréal. Je parle de Lionel Groulx, mais je parle aussi de François-Xavier Garneau, qui était un libéral des années 1830. Je parle d'une histoire qui met en scène des êtres vivants, avec leurs contradictions, qui savaient pas, eux, c'était quoi l'indépendance, puis ils étaient pas dans une logique, avec une grille préconçue. Je parle de cette histoire empirique où tout se joue. En fait, chez Séguin, il y a deux aspects. C'est vrai que ce que vous appelez le théoricien, c'est celui qui a défini ses normes, qui a défini son vocabulaire. Il nous explique c'est quoi une nation satellite, une nation annexée, une nation assimilée. Donc, c'est du vocabulaire. Il explique les termes, il explique ses valeurs. Puis tous les historiens en ont des valeurs. Tous les historiens, peut-être, lui, il l'a fait de façon explicite. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'était pour lui le nationalisme, une nation au sens sociologique, juridique, au sens politique, etc. Donc, il a défini son vocabulaire. C'est pas des grandes théories de politologue. Il a défini son vocabulaire avant de commencer à faire de l'analyse concrète. Et je pense que c'est ça qui est injuste un peu. Ah. Séguin, à mon avis, a travaillé très fort comme historien, non pas comme politologue, mais comme historien sur le régime anglais. Il a étudié dans les archives des gouverneurs. Il connaissait très, très bien toute la correspondance avec Londres. Et de ce point de vue, il a fait une histoire du régime anglais. Le problème, c'est qu'on n'enseigne plus du tout le régime anglais. Il l'a pas publié, c'est ça le problème. Ça n'a pas été publié. Ça a été publié à sa mort. Ouais. Actuellement, ses cours sont publiés chez Guérin. Son histoire des deux nationalistes, c'est essentiellement à travers les archives. Mais effectivement, de son vivant, il n'a pas publié d'ouvrage concret. Il n'a pas fait de biographie. Moi, je n'ai pas eu de cours de lui. Alors, je suis obligé de me baser sur Alors, il va falloir qu'on étudie ensemble Maurice Séguin. Vous ferez un livre sur Maurice Séguin. Allez-y, ne vous gênez pas. Bon. Alors, on doit mettre fin à l'entretien qui a dépassé un peu le temps qui était alloué. Alors, on se reprendra une prochaine. Oui, merci beaucoup de l'invitation, Robert. C'était Robert Caumont en compagnie de l'historien Éric Bédard, auteur du livre « Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé », paru récemment aux éditions du Boréal. Livre dont sont tirées les lectures que vous avez entendues au cours de l'émission. Ainsi s'achève notre émission. Notre invité cette semaine, M. Éric Bédard, historien. Réalisation Jean-Charles Désiel. Au microphone, Éric Bouchard qui vous remercie pour votre fidélité et votre écoute.